Le souffle des cimes, un podcast du Parc national de la Vanoise. C'est l'histoire du plus grand vautour d'Europe. Un rapace de 2,80 m d'envergure que nos ancêtres craignaient et ont chassé jusqu'au dernier. Le gypaète barbu a disparu des Alpes dans les années 20. Aujourd'hui, il plane au-dessus des sommets, admiré par une grande communauté de passionnés. À l'heure où tant d'espèces déclinent, comment est-ce qu'on a réussi à faire renaître celle-là ? Qu'est-ce que ça demande concrètement d'inverser la courbe ? Le souffle des cimes, saison 2, épisode 2. La première fois que j'en ai vraiment vu un de près, c'était le 11 février 2011. Le premier que j'ai vu, c'est 94. Le gypaète que j'ai vu, c'est 76. Ah ouais, d'accord. Moi. C'est toujours des cadeaux, les rencontres avec le gypaète. Chaque année en octobre, le temps d'une journée, les montagnes ont les yeux rivés vers le ciel. C'est l'IOD, International Observation Day, la journée internationale de comptage des gypaètes barbus. Depuis 20 ans, elle est organisée par la Fédération de conservation des vautours et elle est coordonnée en Savoie par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Et en Savoie, justement, plus de 70 bénévoles, agents et agentes du Parc national de la Vanoise, s'apprêtent à sortir leur longue vue. À Pralognan-la-Vanoise, 3 équipes se retrouvent à la maison du parc pour partager un café avant de se partager la vallée. Moi, je pars avec Clarisse Pellet, garde-monitrice du Parc national de la Vanoise, et Alain Bernard, photographe passionné. En route pour le Mont Bochor. On va se poster devant une aire, un nid de gypaète. Le but, noter les passages, photographier et identifier les individus pour pouvoir les compter. Enfin, ça c'est si on a la chance d'en voir un. Le ciel est bleu, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon, les conditions sont idéales. J'installe la longue vue pour voir ce qui se passe côté du nid du Grand Marchais. Aujourd'hui, dans tout le massif alpin, de 10h à 15h, tout le monde observe les gypaètes. Et comment tu reconnais un gypaète comparé à un autre rapace qui lui ressemble ? L'autre rapace que l'on pourrait observer, c'est principalement l'aigle royal. Et il y a vraiment une silhouette différente, notamment au niveau de la queue. L'aigle, il a plutôt une queue en forme d'éventail, plus ou moins élargie, alors que le gypaète, ça fait une queue très longue en losange. Après, il y a aussi les couleurs. Le gypaète, il va être blanc, orangé sur le ventre, gris ardoise sur les ailes. Après, la couleur, on ne voit pas toujours selon la distance et le contre-jour. Alors que l'aigle, il va plutôt être brun noir. Voilà. Si on voit des couleurs plus claires, il y a aussi la couleur, mais la silhouette, si on voit une longue queue en losange, c'est le gypaète, il n'y a pas de doute. Il n'y a que lui qui a cette forme de queue. Donc, pour l'instant, pas d'oiseau. La première fois que j'en ai vraiment vu un de près, c'était le 11 février 2011. J'étais sur le Bochor en train de skier avec ma femme et il est passé juste au-dessus de nous, quoi. Et là, à partir de là, on se dit, on n'a qu'une envie, c'est de le revoir, essayer de s'en approcher le plus possible, de le suivre. Et puis on s'y intéresse parce que c'est un oiseau qui n'a pas du tout le même comportement que les autres. C'est le plus grand rapace d'Europe, 2,80 m d'envergure. Il est absolument fabuleux, moi je trouve. C'est un planeur et il est curieux. Donc de temps en temps, il vient vous voir et là, ça c'est des moments qui sont magiques, quoi. C'est ce qu'on espère à chaque fois, en fait. Quand on est comme ça en observation, on espère que à un moment donné, l'oiseau il va juste nous passer juste au-dessus. Même sans le prendre ni en photo ni en vidéo, simplement le voir comme ça, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, moi, quand je suis en observation, là cet hiver, il y a un moment donné, les gens ils se disaient « Mais c'est qui ce mec ? Qu'est-ce qu'il fait là avec sa longue vue, avec son appareil photo ? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder ?» Donc, de temps en temps, j'ai eu des personnes curieuses qui sont venues me poser la question en me disant « Mais vous regardez quoi ?» Et là, dès qu'on leur parle, on leur dit « C'est les gypaètes barbus », alors là, d'un coup, alors là, il y a un intérêt. Pour observer dans le nid, en plein hiver, c'est pas évident d'un point de vue sécurité de s'approcher suffisamment, pas trop près non plus pour pas les déranger. Voilà. Parce que le but c'est pas de les déranger, évidemment. Parce que c'est quoi au final les règles du parc ? Parce que je crois que dans le cœur du parc, on n'a pas le droit de faire du parapente et des drones, par exemple. Et du coup, c'est quoi la réglementation ici ? Alors, en cœur de parc, interdiction de survoler le sol à moins de 1000 mètres toute l'année, en tout temps, qu'il y ait nidification ou pas. Voilà. La ZSM, c'est vraiment lié, donc la zone de sensibilité majeure, à la période de nidification, donc de la ponte à l'envol du jeune. Donc si une année, parce que les oiseaux ont plusieurs nids, si une année ils pondent dans un nid plutôt qu'un autre, la ZSM, elle va s'appliquer là
où il y a la reproduction. Donc le survol pourrait être, hors cœur de parc, on peut tout à fait survoler une autre aire. C'est vraiment lié à la période de reproduction. Et là, c'est vraiment une zone qui est délimitée. Il y a des cartes, pas être vraiment trop près de l'air. Et ces cartes sont communiquées aux associations de vol libre, aux professionnels. Voilà. L'interdiction de survol, c'est vraiment pour limiter le dérangement de la faune. Pour eux, un bruit et une ombre comme ça qui vient du ciel, c'est assimilé à un danger. Et puis que ce soit un planeur ou un drone, il y a aussi un sifflement, un bruit qui... c'est inconnu pour eux. Donc c'est vraiment pour laisser des zones de tranquillité. Et pour toi, le gypaète, il veut dire quelque chose en particulier ? Ça reste un bel oiseau et au titre de la protection générale de l'environnement, je trouve que c'est une belle réussite. Parce que quand même, ça fait plus de 30 ans que cet oiseau, qu'il y a des campagnes de réintroduction sur les Alpes. Et tant en termes d'acceptation sociale que de réussite, voilà, il y a de plus en plus. La population, elle reste fragile, mais ça se développe. La campagne de réintroduction, elle fonctionne. Et ça, je trouve que c'est plutôt positif dans ces temps de perte de biodiversité de manière générale. Et ça donne un peu d'espoir, et notamment sur ces espèces qui étaient mal perçues. Le gypaète, il a disparu parce que c'était un oiseau mal aimé, comme beaucoup d'autres, comme beaucoup de rapaces. Il a été tué, empoisonné. On imaginait qu'il enlevait les agneaux, les enfants, comme quand on tuait toutes les chouettes, on tuait les loups, Donc c'est vraiment un oiseau qui était mal aimé, qui avait une mauvaise image, dont souffrent encore un peu les vautours. Mais cette image, elle change pour le gypaète et je trouve que c'est positif. Pas très loin d'ici, Georges Rechler est posté sur une butte au plan de Beau. Il observe les gypaètes depuis plus de 30 ans. Georges est accompagnateur en montagne et il fait partie du réseau Esprit Parc National. Il connaît le gypaète par cœur. Ses trajectoires, ses humeurs, ses recoins préférés. Passionné de vautours, il a une relation toute particulière avec celui-ci. Pourquoi la gypaète, c'est une passion. Il y a plein de raisons. Déjà, il est beau, mais je pense surtout, c'est un rapace avec lequel on peut avoir vraiment une proximité. Et c'est lui qui choisit. Et c'est lui qui vient te survoler 10, 15, 20 mètres au-dessus de toi. Ou comme là sur les contreforts du Petit Mont Blanc, la première fois, vraiment plus grande proximité, il est passé à moins de 6 mètres. Moins de 6 mètres, j'avais plus à faire la mise au point avec l'appareil photo. Il était trop proche et il avait ses ailes qui caressaient les graminées au sol. Donc en fait, il avait fait un détour. Je pense qu'il est un peu curieux et donc, ma foi, il vient me voir. il vient vous voir. Et donc, ça crée des émotions forcément. Et puis après, Après, on devient accro du gypaète. Et tous les gens que je connais, comme Alain Bernard, tu as vu, lui aussi, il est accro parce qu'il a eu une proximité lui aussi. Il a eu des proximités. Et puis après, je passe beaucoup de temps en montagne et je m'habille très souvent de la même façon. Et je suis persuadé qu'il se passe, il doit peut-être me reconnaître, mais justement, des fois, il détourne sa trajectoire pour me passer à côté. Alors que je suis toujours habillé pareil, justement, quand je m'habille pareil. C'est pour eux que tu t'habilles toujours pareil ? Oui, absolument. C'est quoi pour toi un gypaète ? C'est le symbole de la vie sauvage, Absolument, Il est libre. Il est libre comme le vent, avec ses ailes. Il parcourt des dizaines, des centaines de kilomètres par jour, des fois. Il va où il veut, Et puis, en plus, c'est pas un prédateur. Il ne veut pas tuer d'autres pour se nourrir. Il se nourrit de cadavres, Il est en bout de chaîne alimentaire et puis il gêne personne, au contraire, il est utile. Voilà, c'est le symbole de liberté, de la vie sauvage et puis justement, je vous dis surtout cette connexion qui peut se faire entre l'espèce humaine et eux, Voilà. C'est trop beau. Ces passionnés ont été répartis par une personne. La chef d'orchestre de l'IOD, en Savoie, c'est Bénédicte Chaumel, bénévole de la LPO.
Ce jour-là, elle est sur le terrain avec Sophie Dunagève, agente du parc national de la Vanoise, pour aller voir un nid historique à Pézé-Nancroix. Et comme le fait remarquer Sophie, les arbres, ils s'assortissent au plumage du gypaète. D'abord les érables, après les bouleaux et à la fin les mélèzes. ici, l'histoire du gypaète, c'est presque devenu une légende. Après la réintroduction de l'espèce dans les années 80, un des premiers couples de gypaètes s'est installé ici. Le mâle de ce couple s'appelait Phénix. C'est un des premiers petits à être né dans les Alpes. Aujourd'hui, on compte une centaine de couples de gypaètes en France, dont 9 qui sont en Savoie. En 2024, on y a détecté entre 34 et 36 individus. Si on arrive aujourd'hui à ce chiffre, c'est grâce au minutieux travail de Georges, d'Alain et de tous les passionnés qui collaborent avec le parc et avec la LPO. Et voilà, donc c'est un travail de bénévoles passionnés du réseau qui permet de faire ce suivi, d'orienter les prospections, c'est-à-dire inciter les gens à aller sur ces sites-là en balade, aller collecter des données, y passer les journées pour suivre les oiseaux, si on peut avoir des photos pour essayer de repérer ces oiseaux. Parce que certains sont équipés de balises et peuvent être suivis, donc au niveau GPS, on peut savoir s'ils se cantonnent sur un vallon ou sur une autre. Mais il y a une bonne partie des immatures désormais qui naviguent sur les massifs et qui ne sont pas repérables autrement que par des gentils bénévoles équipés de jumelles et de lunettes qui passent leur journée. Un petit café avant la marche. Ouais, c'est ça. Au pied du nid de Pézé-Nancroix, au bord d'un GR, Bénédicte me raconte l'histoire du gypaète. Et de son sac, elle sort une photo. T'as pris tes anti-sèches ? Ouais, Non, j'ai pris une belle photo. La fameuse photo qui est retrouvée dans la bibliographie. Donc c'est 3 hommes qui sont debout l'un à côté de l'autre et qui tiennent étalées les ailes d'un gypaète mort. Donc au niveau des dimensions, ça fait que l'envergure du gypaète, c'est 2,80 m. Donc il faut bien 2 hommes pour le tenir droite et gauche, aile ouverte. La hauteur, ça doit faire de l'ordre de 1,50 m parce que sa queue est très très longue. Hein. Donc voilà. Et donc la légende, c'est marqué l'un des derniers gypaètes abattus dans les Alpes, dans le Val de Rème, donc c'est à côté de les vallées italiennes juste qui sont assez voisines, le 29 octobre 1913. Donc à cette époque-là, on pensait que le gypaète était un bec crochu comme les autres, c'est-à-dire qui allait embêter l'élevage, embêter les populations. Il était taxé de... Avec son œil rouge, c'était pas facile. Et là, le cercle rouge orbital autour de l'œil qui fait qu'il a un air méchant, en plus de son bec crochu. Et on supposait qu'il enlevait les agneaux, qu'il enlevait même les jeunes enfants. Enfin, dans la littérature, on trouve ce genre de texte. Et donc, avec la multiplication des armes à feu et puis l'utilisation de l'espace et tout, en fait, le gypaète a disparu des Alpes dans les années 1920, je crois, de tout le massif alpin. C'est passé quoi pour qu'il passe de détester à adorer avec un énorme fan club ? Eh bien, déjà, on s'est rendu compte qu'il n'enlevait pas les enfants, qu'il ne se trempait pas dans le sang de ses victimes, voilà. C'est ça, pour se colorer, oui. Le gypaète a une habitude assez étonnante, c'est qu'il va prendre des bains de boue ferrugineuse, ce qui fait qu'il va avoir un plumage tout dégoulinant de boue. Alors c'est vrai que c'est rouge, donc dans le temps, c'est sûr que nos ancêtres, quand ils voyaient passer ce grand oiseau qui dégoulinait de rouge, c'est sûr que ça devait être impressionnant. Et en fait, on s'est rendu compte, en étudiant l'espèce, que c'était juste des bains de boue, parce qu'en fait un gypaète qui va être en captivité sans boue ferrugineuse à disposition, il est tout blanc et noir. En fait, ce qu'on voit jaune et orange, en vérité c'est des plumes blanches et il se colore. Et donc pour finir sur qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bon, il y a eu toutes les études finalement, les observations, les études sur l'oiseau qui n'existaient pas vraiment avant. Avant, les humains, on avait beaucoup de superstitions en fait. Et depuis que la science est arrivée, on va dire, c'est vrai que là, on s'est rendu compte que c'était un oiseau qui n'était pas du tout prédateur, parce que comme l'a expliqué Bénédicte juste avant, il n'est pas du tout équipé pour chasser. Donc, il va manger que des choses mortes, et spécifiquement des os.
Et donc à partir de là, c'est vrai que sur la communication, ça change absolument tout. C'est-à-dire que les gens qui vont voir cet oiseau assez impressionnant, c'est vrai que sur les premiers retours, quand on a des personnes qui voient un gypaète pour la première fois, on va avoir des gens qui vont dire « Oh là là, c'est magnifique » et d'autres qui vont dire « Oh là là, il est pas beau, il fait peur ». Mais dès l'instant où on sait qu'en fait on n'a rien à craindre et qu'il est complètement inoffensif, déjà c'est vrai que notre regard automatiquement change. Et puis c'est vrai qu'il est très impressionnant et globalement, surtout il est très majestueux et toutes les personnes qui ont déjà vu un gypaète et surtout de près, l'immense majorité des personnes ressortent conquises. Il y a quelque chose qui s'est passé, je trouve, pour la plupart des gens qui voient un gypaète tout près. Pour chacun d'entre eux, c'était un instant qui était magique. Ils ont été très impressionnés. C'est un bel oiseau. Et donc à partir de là, c'est vrai qu'on s'approprie beaucoup mieux l'espèce et on a envie d'en prendre soin. En fait, on prend soin de ce qu'on aime globalement. C'est ça, de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît. La population, elle est de quelques centaines d'oiseaux. Je dis bien surtout l'arc alpin, depuis l'Autriche jusqu'à la Méditerranée, donc ça fait quand même de l'espace à occuper. Mais surtout, il faut toujours garder en ligne de mire qu'il y a encore des études récentes qui ont prouvé qu'il suffirait de 4 ou 5 gypaètes, je pense, adultes qui meurent en plus chaque année pour voir la courbe s'inverser. C'est-à-dire que pour l'instant, la courbe, elle est en progression. Mais 4 ou 5 gypaètes adultes infléchirait la courbe dans l'autre sens, la population pourrait peu à peu décroître. Sur l'ensemble du massif alpin, c'est très 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 rapide d'avoir 5 ou 6 oiseaux qui sont morts par an, quoi. Le gypaète a un rôle essentiel dans l'écosystème. C'est l'équarrisseur, le dernier maillon de la chaîne alimentaire. On le surnomme aussi le casseur d'os, comme il se nourrit essentiellement de carcasses. Son gosier est extensible, son estomac a un pH de 1, ce qui lui permet de dissoudre sa nourriture. Parmi les gens qui protègent ce recycleur, il y a le travail de terrain, mais il y a aussi une partie qui se joue depuis les bureaux du parc. Charlène Buisson est chargée de mission biodiversité et activités sportives. Elle gère les dispositifs de signalisation des câbles des remontées mécaniques, une des causes de mortalité du gypaète. Et elle assure aussi la mise en place des zones de tranquillité pour que les humains et la faune puissent cohabiter. Elle me parle d'une situation en Maurienne, dans les alentours de Bessan, où un nid de gypaète a été dérangé par des speedriders. Il y a toujours des solutions pour essayer de trouver des compromis, préservation de l'espèce et maintien de l'activité. Et c'est pas toujours facile. Nous, chaque année, on remplit un fichier pour savoir exactement s'il y a eu couvaison, éclosion et envol. Donc s'il y a eu éclosion plus envol, on le note sur notre fichier. Et là, il s'avère que pour ce couple, le seul moment où on est allé jusqu'à l'envol du jeune, c'est en 2020 et en 2021, à la période où on était en Covid, donc confiné, et donc les activités n'étaient pas présentes sur le terrain. Le hors-piste et le speedrider, qui sont obligés de prendre la remontée mécanique la plus haute de la station, ne pouvaient plus y accéder. Et du coup, tu ne peux pas descendre via ce hors-piste, quoi. Du coup, si c'est passé ça en 2020 et en 2021, ça tend vers la conclusion qui est que les activités dérangent. Et il suffit d'un passage. Souvent, c'est ça qui est des fois le plus compliqué à faire comprendre, c'est quand les gens disent « Bah ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est pas excessif. » Oui, mais en fait, il suffit d'une seule fois pour que ça fasse capoter la reproduction, quoi. Il suffit que l'adulte décolle et ne revienne pas tout de suite. L'œuf, soit il est prédaté, soit du coup il est plus réchauffé par l'individu. Et c'est une reproduction qui échoue. Suite à ça, on a lancé une concertation. Donc on a mis autour de la table tous les acteurs concernés, les domaines skiables, les communes, les moniteurs, les speedriders, les freeriders, les guides, toutes les personnes qui pouvaient être concernées par l'espèce et les activités ont été mises autour de la table. On a exposé les problématiques et puis on a essayé de travailler ensemble pour trouver des solutions. La création de panneaux supplémentaires. Là, on est en train de créer des bâches qu'on va disposer sur les pylônes de la remontée mécanique qui est prise pour accéder au hors-piste, pour justement sensibiliser sur la présence du gypaète barbu. On va faire un panneau qui intègre une carte et qui donne un itinéraire préférentiel pour les speedriders pour passer à côté et ne pas passer au-dessus du nid.
On est allé même sur des flyers. On a vraiment essayé de trouver des solutions, mais ça a été travaillé en concertation et on les a validés entre nous avant d'aller les mettre sur le terrain. Voilà. Cette concertation, elle s'est mise en place fin 2024, début 2025. Et donc, on a essayé de trouver les solutions ensemble pour essayer de protéger notre cher gypaète barbu d'Andagne. C'est dans l'ensemble assez positif parce qu'on a tous envie de continuer à voir voler notre gypaète barbu en vanoise. Donc, on essaye de faire les choses intelligemment pour qu'il soit toujours présent. Ça va dans le bon sens. Il est 15h, c'est la fin de l'IOD. Clarisse, Alain, Georges et toutes les équipes se retrouvent à Pralognan-la-Vanoise. Et cette année, la chasse photographique a été fructueuse. Vous avez vu une bête ? Une tuerie. Ah ouais. La femelle est venue, là, devant. Marc nous a rejoint, là, qui était avec Jeff. Il est redescendu, puis je dis à Clarisse, je dis, tiens, voilà Marc, il va peut-être nous ramener sa patte de lapin. À peine arrivé, il pose son sac, il dit, regardez, il est là. Il était en train de voler au-dessus de Pralot, là. Plumie était là, en train de voler. Elle a du poil plein le bec. Et elle a tourné, elle a pris l'ascendant, il y a un corbeau qui est venu l'embêter. Il est venu voler juste avec elle. Comme elle avait de la laine dans le bec, visiblement, on cherchait de voir un petit peu où elle allait. C'est encourageant. Voilà. Si elle prépare un nid, c'est plutôt bon signe. Ouais, c'est bon signe. J'avoue que là, moi je suis heureux là. Dire, j'ai vu un oiseau peut-être, mais alors, waouh. J'aurais pas vu Plumie d'aussi près, mais je l'ai bien aperçu un peu plus loin au-dessus de la vallée. Un immense merci à Bénédicte, à Georges, à Clarisse, à Sophie, à Alain, à Charlène de m'avoir fait découvrir cet oiseau exceptionnel. Si ce podcast m'a appris une chose, c'est bien à lever les yeux la prochaine fois que je partirai en randonnée. On sait jamais si Plumie se présentait. C'était Le Souffle des Cimes, saison 2, épisode 2. Moi c'est Marie-Alix Détry et je vous donne rendez-vous en hiver quand la Vanoise abandonnera les couleurs ocre du gypaète pour enfiler son manteau blanc assorti au lagopède alpin.